Bonjour à tous. Mon nom est René Desmarais. Je suis conseiller principal au Conseil québécois du commerce de détail. Merci à tous de vous joindre à nous aujourd'hui pour discuter de la logistique du e-commerce. Ce webinaire vous est présenté en partenariat avec Détail Québec et s'inscrit dans une série de plus d'une quarantaine de webinaires qui traitent de sujets à l'attention des détaillants du Québec. Nous avons aujourd'hui 3 conférenciers qui vous parleront du contexte de la logistique e-commerce, comment s'y préparer et exécuter des livraisons efficaces, et ce, à très bon coût. Jean Carrier, fondateur de Imission, ancien collègue de Poste Canada, a une vaste expérience qu'il nous mettra à profit en présentant le contexte de la logistique e-commerce, les résultats des dernières études de marché disponibles et leur impact quant au fait du commerce en ligne. Lynn Legault, chef de produit innovation chez Cascade Emballage Carton-Caisse, va nous parler des problèmes et des solutions pour tirer le maximum de l'emballage et pour augmenter l'efficacité de votre pick and pack, diminuer les frais de livraison de colis et réduire les dommages à l'expédition. Aussi, elle va nous parler des possibilités de l'emballage pour se différencier, créer un effet wow lorsque le client va ouvrir son colis. Enfin, Mélanie Belland, gestionnaire du développement des affaires e-commerce chez Poste Canada, va nous donner le point de vue de la compagnie de livraison et va nous indiquer comment maximiser l'efficacité de la livraison, en réduire les coûts, réduire les prix que ça coûte pour les détaillants et améliorer les processus de retour. Donc, tout au long de ces présentations, vous pouvez poser vos questions à l'écrit avec l'outil QR en bas de votre écran. Ma collègue Vanessa Lamétrie, qui est aux commandes, les posera aux conférenciers. Et si vous désirez les poser à l'oral, merci d'utiliser l'outil main levée afin qu'on puisse activer votre micro. Et tout de suite, je cède la parole à Jean qui va nous parler de l'univers du e-commerce. Jean? Ton micro, Jean, on ne t'entend pas. Cette valeur, vous avez manqué le meilleur de la présentation déjà. Alors, je disais bonjour tout le monde. Désolé d'avoir raté le début avec le son. Merci beaucoup, René, pour la présentation et bienvenue à tout le monde. Je vais garder ma vidéo fermée le temps de la présentation, juste pour que vous ayez plein écran. Évidemment, comme René le disait, on est disponible pour les questions après la première partie de la présentation et à la toute fin. Alors, si on commence avec la première partie de ma présentation, je voulais rapidement regarder avec vous certaines données du commerce électronique. Donc, quelles sont les dernières statistiques qui sont disponibles, puis voir un peu de quelle façon les derniers temps ont influencé ces statistiques. Alors, la première page que je vais vous présenter, je sais que les données sont petites, donc la page suivante, c'est petit, mais ma présentation sera disponible à la fin là, en format PDF. Vanessa pourra faire suivre ça, donc vous pourrez avoir un peu plus de détails parce que je comprends que les données sont assez petites, là, entre autres sur cet écran-là. C'est donc des données canadiennes qui datent de début 2020 sur l'année 2019. On apprend là-dedans que 92 des Canadiens utilisent l'Internet et de ces 92 %-là, chez Fartonnet, 86 des Canadiens magasinent en ligne. On va comparer ça tantôt avec les données québécoises. Amazon, au Canada, c'est 7 des ventes totales qui se font en ligne, qui s'en vont directement chez Amazon, puis on pourra en reparler de ça aussi. L'achat moyen par individu au Canada en 2019 se chiffrait à 1 274 $. Et si on regarde en bas vers le centre, là, on parle des sites, il y a 44 des sites qui offrent du free shipping, donc de l'expédition gratuite. 38 vont offrir des retours, vont donc avoir une politique de retour où c'est facile de les effectuer. Et finalement, 15 vont utiliser multitransporteurs, puis je vais revenir aussi un petit peu plus loin là-dessus dans ma présentation. Alors, quand on regarde ça, c'est les données canadiennes. La prochaine acétate va vous présenter quelles sont les données québécoises. Et ça, c'est tiré, ce qu'on va voir bientôt. Ça, c'est tiré donc du dernier rapport du CFRIO, également paru il y a quelques semaines, également sur des données de 2019.
On apprend qu'en 2019, au Québec, il s'est dépensé à peu près 12,5 milliards de dollars en ligne, ce qui est une augmentation de 19 par rapport à 2018. C'était donc une très forte année de croissance quand même, 2019. On est toujours dans, si vous me permettez l'expression anglaise, dans le double digit, là, dans le deux chiffres. Par contre 19 c'est quand même une des fortes augmentations qu'on a vues dans les dernières années. Et le panier d'achat se chiffrait à 318 dollars en moyenne en 2019. On parle d'un panier à la fois et non pas de l'achat annuel. Quand on compare, par contre, le nombre de Québécois qui achètent en ligne par rapport au nombre de Canadiens, je vous disais tantôt, retenez le chiffre de 86 c'est 86 au Canada puis 63 au Québec. J'aimerais ça vous dire toutes choses étant égales par ailleurs, mais je ne suis pas sûr que tout est similaire, mais il y a quand même un écart important. Là, on parle de 23 de plus au Canada. Donc, le Québécois, au Québec, on est un peu à la traîne, puis on le sait, là, tant au nombre de sites qui sont ouverts que sur l'achat. Évidemment, quand on regarde ça, on se pose la question, est-ce que ça a changé avec ces dernières semaines? Alors, la prochaine acétate veut répondre un peu à ça. On se pose la question, donc, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et on se demande, est-ce que la COVID, donc, a changé quelque chose? Quand on regarde la prochaine acétate, on voit un centre commercial qui est assez, ma foi, assez vide. J'étais hier au Mail Champlain parce qu'il fallait que je passe par ma succursale bancaire. Puis, bon, il y avait un peu plus de monde que ça, mais c'est quand même pas... on ne comparera pas ça à ce qui se passe dans les bars, admettons. Là. Il n'y a pas trop de danger au niveau de la distanciation sociale présentement dans les centres commerciaux pour la plupart des magasins. Donc, est-ce que ça a changé quelque chose au niveau de l'achat e-com? Quand on regarde la prochaine acétate, qui, elle, vient des données d'Absolunet qui sont sorties également assez récemment, on voit la croissance dans différents secteurs. On parle juste de e-com ici. Là. Alors, par exemple, les meubles et accessoires de maison, pour la période du 11 au 29 mars 2020, il y a une croissance de 106 par rapport à cette année, par rapport à l'année précédente. Alimentation et restauration, vous ne serez pas surpris, c'est particulièrement alimentation et épicerie, 160 d'augmentation. Vêtements, 21 Encore là, on entend malheureusement plein d'histoires malheureuses, effectivement, d'entreprises qui ont de la difficulté ces temps-ci. La plupart de ces entreprises-là sont dans l'industrie du vêtement parce que là, la croissance n'a pas eu lieu. On a à peu près maintenu la vitesse moyenne qu'on avait avant la pandémie. Articles de sport et loisirs, 105 et finalement, appareils ménagers et les trucs de maison, 161 L'autre colonne à côté, c'est la meilleure croissance, donc les meilleurs dans chacune des industries. Là. Par exemple, appareils ménagers, il y en a un qui a fait 389 de plus que l'année passée. Évidemment, il faudrait avoir les données complètes là, pour savoir ce que ça représente, mais ça vous donne une idée de la croissance, puis je pense que personne ne va être surpris, personne ne va tomber en bas de sa chaise en voyant ces données-là ce matin. Donc, est-ce que ça va continuer? Oui, on va y revenir tantôt. On pourra vous donner un peu plus de détails à ce sujet-là. Mais c'est sûr que ce qu'on vient de vivre va changer la donne pour longtemps. Alors, si on passe à la prochaine étape, on peut donc se poser la question, puis ce matin, là, je le rappelle, on est vraiment dans le B.A.-bas de la logistique e-com. Qu'est-ce que ça prend pour partir un site puis être fonctionnel rapidement, puis faire en sorte que le produit ou les produits qu'on veut vendre vont se retrouver sur un site, qu'on va avoir de l'attraction, les gens vont venir, puis qu'on va être capable de faire la livraison. Bien, en fait, ce que vous voyez sur cette acétate-ci, c'est un peu la liste rapide de ce qu'il faut faire ou de ce à quoi il faut penser. Évidemment, si on ne fabrique pas soi-même, bien, il va falloir penser à l'approvisionnement. On va chercher où le produit ou les produits qu'on veut vendre et de quelle façon on va gérer les stocks. Combien on va avoir de SKU ou en bon français, Stock Keeping Unit, combien on va en avoir. Puis tout ça va faire une grosse différence entre est-ce que je suis capable de gérer ça chez moi? Parce que pour en avoir vu plusieurs, là, il y a beaucoup de e-com qui sont partis à partir d'une pièce au sous-sol ou une chambre là où on gardait le stock, puis on faisait les expéditions à partir de ça. Il y a plusieurs bonnes idées qui ont été créées à partir donc de pièces de la maison. Mais comment on va faire ça après pour gérer cet inventaire-là? Puis surtout, si on a une boutique, comment on fait pour coordonner l'inventaire entre le site web et la boutique? Et ça, c'est une chose. On n'ira pas dans la technologie là, qui peut soutenir ça ce matin, mais c'est une chose à réfléchir et à penser. Si vous annoncez des choses sur un site web, il faut que les stocks soient disponibles.
Et donc, si vous en avez 10 d'un produit quelconque, puis que pendant que vous les annoncez sur le web, vous en vendez 12 à votre boutique, bien là, on a déjà un déficit. Puis finalement, évidemment, sur le site web, il faudrait absolument qu'on soit capable de retirer cet article-là. Alors, ça, c'est un des trucs les plus importants à se rappeler au niveau des inventaires parce que l'insatisfaction pour un client de se voir, de se rendre jusqu'à la caisse, puis finalement, à la toute fin, de ne pas avoir l'article qu'il cherchait, va faire que probablement ce consommateur-là ne reviendra tout simplement pas. À surveiller aussi les promesses de votre site. Quand j'écris préparation, je veux dire, quel est le temps de préparation que vous allez annoncer? Souvent, les grands commerçants vont dire, ben, si vous passez votre commande avant telle heure, l'article va être expédié aujourd'hui. Êtes-vous capable d'avoir une promesse comme celle-là? Et si oui, ça vaut la peine de l'indiquer. Puis sinon, si ce n'est pas cette promesse-là, il faut quand même dire les promesses sont expédiées dans les 24 à 48 heures ou quelque chose dans le genre. Ça vaut la peine de le faire parce qu'à ce moment-là, les attentes des clients sont mieux gérées. Au niveau de l'envoi, quelle est la compagnie de transport avec qui vous travaillez? Comment ça va se faire? Est-ce qu'il y a possibilité d'acheter un transport plus rapide? Et finalement, toute la gestion des retours, on va y revenir tantôt, mais ça aussi, c'est extrêmement important pour fidéliser vos clients. Le prochain point, c'est l'omnicanal et ce qu'on appelle aussi le BOPIS, qui vient de l'anglais Buy Online, Pick Up in Store. On y reviendra tantôt, j'ai une autre acétate là-dessus, mais c'est une partie très, très importante aujourd'hui, puis il y a une belle croissance dans ça aussi. Qui va être votre transporteur? Est-ce que vous allez en avoir un ou plusieurs? Si vous en avez plusieurs, parce que vous dites, bien, pour le transport local, je veux par exemple que ce soit un transport vert à vélo, mais pour le transport régional puis national, je vais y aller avec un plus grand transporteur. C'est une bonne chose à penser. Des fois, c'est une bonne chose aussi de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Par contre, la plupart des transporteurs fonctionnent en termes de volume. Alors, si vous divisez votre volume d'expédition entre plusieurs transporteurs, c'est peut-être plus difficile d'aller chercher les meilleurs prix. Et finalement, de quelle façon vous allez organiser le dernier kilomètre, qui est la pièce, une des pièces les plus importantes au niveau de la satisfaction du client. Est-ce que le client va pouvoir recevoir directement à la maison ce qu'il a commandé ou s'il faut qu'il se déplace pour aller chercher, etc. Des questions à se poser là-dessus également. Page suivante. Alors, je faisais une petite référence. Est-ce que vous vous expédiez à partir de chez vous? Avez-vous une chambre ou une pièce au sous-sol d'où vous faites les expéditions? Statistiques tirées d'un sondage que Poste Canada fait auprès des entreprises. Presque la moitié des détaillants remplissent les commandes à partir de la maison. En fait, c'est 46 qui vont expédier les commandes à partir de la maison chez eux. C'est quand même énorme. Et ça impose de penser au départ à la logistique. Comment je vais faire pour installer mon stock pour que ce soit facile? À quelle place je vais gérer mes boîtes pour faire l'expédition? Lynn va vous en parler un peu tantôt. C'est une partie importante aussi de l'expédition et de la satisfaction. Alors, si vous faites à partir de la maison, il y a donc des questions comme celle-là à se poser. Page suivante. Et donc, si vous expédiez de la maison, bien, ça se peut que ça ressemble à ça aussi chez vous. Il fait beau, il ne pleut pas trop, ça se peut que ce soit la photo de gauche qui représente vos expéditions. Sinon, bien, vous êtes un peu à l'intérieur, puis ça se peut que votre salon soit un peu encombré par les boîtes qui sont à partir. Puis bon, on a tous vu des trucs pires que ça, là, où des pièces complètes étaient prêtes avec des produits prêts à expédier, mais bon, les commandes n'avaient pas été faites encore. C'est donc quelque chose à regarder. Puis peut-être que rapidement, vous allez devoir penser à d'autres solutions, mais on va y revenir un peu plus tard dans la présentation aussi sur ça. Et quand on pense à l'expédition, on doit penser aussi à l'emballage, puis Lynn va vous en parler beaucoup tantôt. Je voulais juste vous lancer cette statistique-là. Les gens qui vont changer de compagnie ou de produit comme fournisseur, voici les raisons pour lesquelles ils le font là, quand ça heurte leur valeur personnelle. Puis une de celles-là, c'est la protection de l'environnement. Si vous regardez l'acétate suivante, vous allez voir des faits réels d'expédition où, malheureusement, vous voyez que l'emballage n'est pas proportionnel à ce qu'on voulait envoyer. Dans le premier cas, il y avait beaucoup trop de papier pour quelques livres qui étaient expédiés dans le fond d'une boîte. Puis dans le deuxième cas, c'est du papier bulle, de l'emballage bulle qui est mis dans une boîte. Puis quand on enlève le papier bulle, bien, vous voyez la dernière photo en bas que c'était un tout petit article qui aurait pu être envoyé dans un autre format, peut-être même dans un format lettre, admettons, de Poste Canada. Mélanie aura la chance aussi de vous en parler tantôt là, quand on parle de ce genre d'expédition-là. Alors,
si on veut éviter ce genre de trucs-là, ben c'est aussi parce que envoyer trop des grosses boîtes ou envoyer des boîtes qui ne sont pas bien adaptées aux produits, ça va augmenter vos coûts d'expédition. Et ça, c'est une des raisons principales. Vous allez voir la date, là, Q4 2016, qui faisait que les gens abandonnaient leur panier. 86% des gens abandonnaient leur panier en Q4 2016. Cette date suivante va vous prouver qu'il n'y a rien qui a changé. On parle, puis encore là, on est sur la dernière nette tendance du CFRIO, la dernière étude. 80% des gens mettent une importance principale à ce qu'il n'y ait aucun frais de livraison. Vous allez me dire, ouais, mais comment on fait ça, aucun frais de livraison? Les compagnies de transport ne font pas ça gratuitement pour nous. Alors non, il faut juste s'assurer qu'on est capable de gérer les frais de transport au plus bas. Puis après ça, de voir avec le client de quelle façon on va charger pour les frais de transport. Est-ce qu'ils vont être chargés dans le prix des produits ou est-ce qu'on va annoncer au client qu'il y a effectivement un frais de transport de X aller jusqu'à tel montant? Il y a eu un très bon webinaire la semaine dernière avec le CQCD puis Détail Québec aussi, qui parlait beaucoup, qui mettait beaucoup d'emphase là-dessus. Vanessa pourra peut-être vous donner les coordonnées à nouveau là, si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations là-dessus à la fin de ce webinaire-là ce matin. Alors, donc, si 80% des gens sont préoccupés par les frais de livraison, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, le prochain acétate, on va s'assurer qu'au moins la compagnie de transport avec qui on fait affaire, puis les données de transport qu'on va en obtenir vont être disponibles. Je ne vous demanderai pas si vous connaissez l'expression WISMO, là, qui vient encore une fois de l'anglais, qui veut dire Where is my order? Et c'est une question qui est très, très, très posée par les gens quand ils font une commande. À partir du moment où la commande est faite, si je dis, bon, ça va être une livraison de 2 jours, dès que je vais annoncer qu'il va y avoir un numéro de tracking, un numéro de repérage sur mon colis au consommateur, le consommateur va vouloir aller voir. D'ailleurs, si on va à l'acétate suivante, vous allez voir que dans les principaux points que les gens regardent le plus, là, 87% des gens qui sont interrogés vont dire « Moi, le tracking, c'est un truc que je regarde, puis que je regarde beaucoup. Dans toutes les options que les compagnies de transport peuvent me donner, là, il y a 87% des gens qui vont dire « Moi, c'est le tracking qui m'importe le plus. » D'ailleurs, Mélanie pourrait vous le confirmer, là, mais il y a quelques années, Poste Canada faisait une étude là-dessus et les gens d'une façon générale, là, vont aller voir de 4 à 7 fois sur le repérage de la compagnie de transport pour voir à quel moment leur colis va arriver. C'est donc important de communiquer cette information-là aux clients parce qu'ils vont vouloir le suivre tout au long de l'expédition. Page suivante. Évidemment, une fois que le transport est fait, il faut aussi penser à la gestion des retours. J'ai travaillé avec une entreprise de Montréal il y a quelques années qui est encore dans l'industrie du vêtement, qui se refusait à offrir les retours parce qu'ils disaient que ça va nous coûter une fortune si on fait ça. Jusqu'à un moment donné où ils ont décidé de faire un essai puis de voir effectivement qu'est-ce que ça allait donner. Ils sont passés de 5 de retour à 22 de retour en quelques semaines à partir du moment où ils ont permis que les retours se fassent. Par contre, et ça, c'est la bonne nouvelle, leurs ventes ont explosé à partir du moment où ils ont permis les retours. Parce qu'on est dans l'industrie du vêtement, les gens vont acheter, mais ils veulent s'attendre à pouvoir faire un retour. Encore plus si vous n'êtes pas connu, si vous vous lancez sur le marché et que votre nom n'est pas nécessairement reconnu, les gens ils ont besoin de savoir que vous avez une politique de retour claire. Le bouton vert que vous voyez, retour, c'est une suggestion que je vous fais, mais au même titre que la politique de transport, de livraison, votre politique de retour devrait être très claire, devrait être annoncée sur votre site. Les gens devraient savoir de quelle façon ça va fonctionner. Est-ce que vous allez mettre des étiquettes de retour directement dans la boîte ou si vous allez fonctionner à travers votre service à clientèle? Tout ça devrait être connu et su dès le départ. À cette étape suivante. Je vous en parlais tantôt. C'est quoi le BOPIS? Donc, on achète en ligne puis on vient ramasser en magasin. C'est une autre façon de gérer le transport en permettant au client de venir lui-même chercher son achat, ce qui fait que souvent le client est très content parce qu'il peut avoir son achat plus rapidement. Le marchand va être content aussi parce que si vous organisez votre BOPIS pour que le client doive venir en magasin et non pas juste à l'extérieur du magasin pour faire le ramassage, bien là, il peut avoir des achats additionnels qui peuvent se faire. Et souvent, c'est aussi une bonne façon d'éviter des retours.
Alors, je ne vous lirai pas le texte qui est là, mais il y a de plus en plus de consommateurs américains qui sont des consommateurs point, mais les consommateurs américains, dans la statistique, c'est 70 qui sont intéressés par le GoPIS. Et même à travers la pandémie, c'est un truc qui a beaucoup progressé. Quand on regarde la CETAT suivante, on va voir à quel point le phénomène, c'est une statistique américaine, mais qui est récente, entre 2019 et 2020, la croissance du click and collect ou du ramassage en magasin est de 60,4 %. Et les montants associés à ça sont faramineux et on fait juste voir une croissance par rapport à ça. Les plus grands magasins maintenant l'offrent d'une façon systématique, soit en ramassage extérieur ou en ramassage à l'intérieur. Walmart a même un système de ramassage avec des tours à l'intérieur du magasin, à l'entrée. Alors, c'est un truc que vous pouvez regarder qui peut favoriser des ventes additionnelles, comme je le disais. À cette étape suivante, je parlais d'inventaire au début, puis je vous disais, bon, à peu près 46 des gens vont faire les expéditions directement à partir de la maison. Au fur et à mesure que vous allez voir une croissance puis que vous allez avoir plus de commandes, rapidement, les gens se disent, ben là, je peux peut-être plus faire ça par la maison. C'est peut-être pas la façon idéale de le faire. Vous connaissez Amazon et vous connaissez probablement aussi FBA, qui est Fulfillment by Amazon, qui est un service qui est offert par Amazon où eux autres vont recevoir le stock directement de votre manufacturier, par exemple. Ils vont gérer le stock pour vous, ils vont faire l'expédition. Et évidemment, à partir du moment où c'est Amazon qui le gère, bien, ça vous donne la plupart du temps accès au service Prime, qui est un service qui est très couru par les gens. Alors, 51 des détaillants canadiens qui font affaire avec un partenaire pour la gestion de leur inventaire vont aller du côté d'Amazon. Sinon, bien, la prochaine de cette date va vous montrer qu'il y a aussi d'autres options qui s'offrent à vous. Donc, plutôt que de partir et de dire, bien, je vais ouvrir mon entrepôt, puis je vais m'acheter des étagères, puis je vais former du personnel, puis je vais acheter un système de gestion d'entrepôt. Puis, je vais être obligé de m'acheter un procédé RFID pour être capable de scanner. Puis, bon, là, je le mets un peu plus compliqué, mais avant de s'en aller à ça, une option qui peut être intéressante à considérer, c'est le 3PL ou Third Party Logistics. Le 3PL, c'est une entreprise qui va gérer vos stocks pour vous, un peu comme Amazon pourrait le faire. Et donc, vous lui donnez la gestion de votre stock. Et c'est eux autres qui vont faire l'expédition pour vous. Ils peuvent même gérer les retours pour vous. Ce qui fait que vous, de votre côté, ce que vous faites, c'est que vous vous occupez de ce qui est votre cœur de business, c'est-à-dire trouver les bons produits à vendre, s'occuper de la vente, faire le marketing de ces produits-là, gérer la relation client, alors que le third party lui va faire tout le reste. Donc, ça peut être une option intéressante. Puis, on en a au Québec. Si jamais vous avez des questions là-dessus, on pourra vous fournir quelques noms qui pourraient être intéressants à regarder du côté des third party. On continue. Petit résumé, donc, très rapide, parce que je suis en train de déborder de mon temps, là. Sur les choses, puis comme vous aurez la présentation, vous pourrez la regarder plus en longueur, mais les choses à retenir. Côté technologie, de quelle façon on intègre nos systèmes. Quand on est plus petit, on n'en a pas beaucoup, puis souvent, une feuille Excel va nous permettre de faire bien des choses, mais plus on va augmenter comment on va relier notre plateforme, par exemple, à notre système de relations clients. Est-ce qu'on va avoir un système de gestion d'entrepôt qui va être relié à ça? C'est intéressant là, donc d'avoir toute cette information-là. Est-ce qu'on va optimiser notre site pour les appareils mobiles, donc les téléphones? Omnicanal, on en a parlé, mais Omnicanal, pas juste du côté de la livraison, mais aussi de la communication puis des médias sociaux. Très important aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous le dire. Gestion des retours, on en a parlé. Dernier kilomètre, encore une fois, très important. S'assurer qu'on a une vision éco-responsable aussi, qu'on offre des solutions aux gens qui ont une pensée verte. Puis il y en a de plus en plus, puis tant mieux. Mais donc, il faut penser à tout ça. En terminant, je voulais vous laisser avec une acétate que je trouvais intéressante, sur laquelle je suis tombé la semaine dernière. Si jamais vous êtes déjà rendu assez loin, que vous avez commencé, vous avez lancé votre site, que ça va bien, vous expédiez au Québec, vous expédiez même au Canada, bien, ça vaut peut-être la peine de commencer à lorgner du côté du marché américain. Le marché américain, il est quand même, c'est pas un petit marché, là. On parle d'un marché de 700 milliards de dollars. Je parle juste d'achat e-com ici. Deux trucs importants à retenir. 87 des Américains regardent le prix avant de regarder autre chose. Alors, si vous vous lancez sur ce marché-là, assurez-vous que vous avez des prix qui sont très compétitifs. Et 49 des acheteurs en e-com aux États-Unis
sont âgés entre 18 et 34 ans. Donc, c'est un marché très jeune. Si vous avez des produits qui s'adressent à ce marché-là, ça vaut la peine de le regarder. Et finalement, bien, il y a 50 du marché qui appartient à Amazon, mais donc, il reste 50 du marché. Et même des parts de marché à Amazon qu'on peut aller chercher facilement si on a le bon produit qui est intéressant pour les gens. Ça fait le tour de ma présentation. J'avais beaucoup de stock. J'espère que ça a su vous intéresser. Et évidemment, s'il y a des questions, là, je pense que René et Vanessa vont gérer ça pour nous. Je vais réouvrir ma caméra. Alors, s'il y a des questions, c'est le temps avec plaisir. J'ai peut-être une première question pour toi, Jean. Qu'est-ce qui va arriver? On a vu la croissance très, très forte au cours des derniers mois avec la pandémie. On s'en va vers où avec ça pour l'automne? Est-ce que ça va s'additionner quand on va arriver dans le temps de Noël à ce qui est déjà là? Est-ce que ça va continuer à croître? Qu'est-ce qu'il y en est là-dessus? Ta pensée est où là-dessus sur les volumes? Parce que si oui, ça veut dire d'énormes volumes pour tout le monde. C'est une super bonne question. Puis je t'avoue que j'ai frotté ma boule de cristal récemment, puis malheureusement, elle n'était pas très éloquente pour m'aider à répondre à ça. J'ai vu une étude la semaine dernière d'une chercheure des HEC qui disait à chaque fois qu'il y a eu un palier additionnel qui a été grimpé au niveau des volumes e-com, ce palier-là, on n'est jamais redescendu. Donc, à chaque année, par exemple, les volumes des fêtes sont en croissance, les volumes du Black Friday, du Cyber Monday, ces volumes-là sont toujours en croissance à chaque année. Évidemment, la pandémie, c'est un truc à part. On espère qu'il n'y aura pas de deuxième vague, puis s'il y en a une, qu'elle ne sera pas trop forte, mais on pense que le pic qu'on a eu ne se maintiendra pas. Par contre, il va quand même rester des choses parce que les gens ont trouvé une facilité à acheter. Puis les gens se sont mis à acheter des choses qu'ils n'achetaient pas avant ça en ligne. Alors que ce soit quand on pense aux épiceries, par exemple, à quel point ils ont été débordés avec les commandes au départ, il y a plusieurs gens qui ont dit, plusieurs personnes qui ont dit, bien, nous, on a aimé ça, puis on va rester avec ce système-là. Peut-être pas pour tout, là, mais une fois de temps en temps, quand on a des produits plus gros ou plus compliqués à aller chercher, bien, on va les faire livrer. Alors oui, René, je te confirme, il va rester du volume additionnel. Puis oui, je pense que les transporteurs ont déjà commencé à se préparer pour le temps des fêtes parce qu'on n'aura pas les volumes de la pandémie plus les volumes du temps des fêtes, mais on va avoir plus de volume que l'année passée, c'est clair. Puis quand on regarde les pourcentages que j'ai présentés dans ma présentation, je pense qu'on a déjà quelque chose de très éloquent de ce côté-là, comme quoi, effectivement, c'est là pour rester. OK, merci. Vanessa, est-ce qu'il y a d'autres questions du groupe? Oui, oui, j'ai une question ici. Avez-vous des listes d'entreprises québécoises ou canadiennes qui font le fulfillment en third party, comme un Amazon FBA? Oui, merci pour la question. Oui, effectivement, ça existe. Je ne sais pas comment on peut gérer ça, Vanessa, mais effectivement, on pourrait se mettre en contact peut-être pour la suite, puis je pourrais vous revenir avec de l'information. C'est pas, j'ai pas la prétention d'avoir l'information complète sur tout ce qu'il y a en 3PL au Canada, mais j'ai de l'information là-dessus, puis effectivement, je pourrais vous la transférer. Ce n'est pas toutes les 3PL qui font du e-com, mais il y en a qui sont spécialisés là-dedans. Ça vaut la peine peut-être d'aller les voir si vous êtes rendu là dans votre décision. Parfait. Okay. Merci. Bon, ça fait le tour des premières questions. On va passer maintenant à Lynn du groupe Cascade. Lynn va nous parler des emballages, leur importance, comment maximiser, comment tirer le maximum de l'emballage et son importance dans la livraison des e-com. Lynn, à toi. Merci René pour la présentation. Merci aussi Jean avec les données récentes que tu nous présentes. Ça donne vraiment un bon portrait super intéressant. C'est toujours en croissance. Donc, on y met beaucoup d'attention. C'est important. Je vais moi aussi fermer ma caméra pour laisser place à la présentation. Pas bien long. Donc, je m'appelle Lynn Legault, je suis chef de produit dans l'équipe Innovation Marketing chez Cascade. J'ai participé à l'élaboration de la gamme Cascade e-com qu'on vient juste de lancer. Puis, on offre en fait des solutions d'emballage qui sont spécifiques aux besoins du commerce en ligne. Évidemment, on vient de lancer ça dans un moment là, vraiment critique pour le commerce électronique. Donc, aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous là, pour partager des informations simples et utiles pour bien emballer vos produits pour qu'ils se rendent à bonne destination, en bon état. Puis ça s'adresse en fait à n'importe qui, là, que vous soyez une start-up ou que vous ayez déjà beaucoup d'expérience avec la vente en ligne. Donc, tout d'abord, sur la prochaine page,
Donc ici, on voit que choisir les bons emballages peut vraiment aider à satisfaire vos clients avec vos produits en fait, puis même faire augmenter vos ventes là, si vos clients ils deviennent fidèles parce qu'ils répètent leurs achats chez vous. Et comment ça peut aider? Bien, d'abord, en assurant de leur faire vivre une bonne expérience de déballage, qu'on appelle le unboxing. Vous êtes sûrement familier avec ce terme-là. Un bon emballage, là, ça permet aussi d'offrir des produits, comme je disais, en bon état, rendus chez votre client. Puis comment emballer, là, comment vous faites vos emballages, ça reflète vraiment votre engagement éco-responsable et il y a des façons simples d'être plus éco-responsable. Évidemment, on va en parler un petit peu plus tard. Enfin, il y a certains modèles d'emballage, des façons d'emballer qui peuvent vous aider à livrer plus rapidement là, chez vos clients. Ça peut même les aider aussi à retourner leurs produits plus facilement aussi. Donc, dans la prochaine page, aussi, on voit que le choix des emballages peut vraiment avoir un gros impact sur vos coûts. Comme disait Jean tantôt, l'impact le plus important, c'est sûrement là, sur vos frais de livraison, parce que souvent, on choisit des trop grandes boîtes puis on paye pour expédier de l'air. On ne veut vraiment pas ça. Donc, avec ça, ça peut aider à réduire les inventaires de boîtes, le matériel de remplissage, puis ça prend évidemment, tout ça prend moins d'espace dans votre rangement ou votre entrepôt. Ça peut aussi rendre vos employés plus rapides, comme je disais tantôt, puis ça vous fait faire à ce moment-là des économies là, sur vos coûts de main-d'œuvre. Un point super important que je veux partager avec vous, c'est que quand vous cherchez à réduire vos coûts d'opération d'emballage et d'emballage aussi, c'est vraiment important de regarder l'ensemble des coûts qui sont reliés aux opérations là, et à l'expédition et pas juste chercher à réduire le prix de la boîte parce que ce coût-là est quand même minime dans tout l'ensemble de ces coûts. Donc, c'est important de regarder l'ensemble. Maintenant, on va regarder ensemble comment bien emballer vos produits. Alors, sur la prochaine page, on va voir, c'est pas sorcier, il y a des façons simples de faire ça parce qu'on veut éviter ça. Jean nous a présenté plusieurs exemples aussi qui sont dans le même sens. Donc, un produit là, qui est trop petit pour l'emballage qu'on voit avec plein d'emballages de remplissage qui n'est pas nécessaire. Donc, on veut éviter ça. Donc, sur la prochaine page, on va regarder dans le fond que bien emballer là, à la base, c'est d'avoir des emballages qui sont adaptés au contenu de ce que vous avez à expédier. C'est assez simple. Donc, vous avez besoin d'avoir la plus petite boîte possible avec la protection minimale que vous avez besoin pour que votre produit n'arrive pas endommagé chez votre client. C'est le concept du right fit ou right sizing qu'on appelle dans notre jargon d'emballage pour le commerce en ligne. Donc, prenez le temps de planifier votre portfolio d'emballage. Ça prend juste un milieu, là, en avoir une assez grande variété de dimensions de boîtes ou d'emballage, sans trop en avoir pour prendre la place là, chez vous. Donc, un bon fournisseur d'emballage peut vraiment vous aider à établir le bon assortiment là, pour vos besoins. C'est sûr que, comme on voit ici, ça évite de payer pour livrer de l'air, de payer pour les matériaux de remplissage, pour remplir les espaces vides. Ça élimine les déplacements du produit aussi à l'intérieur là, pour s'assurer d'une meilleure protection de votre produit. Et ça va de soi que ça réduit votre empreinte environnementale car vous utilisez moins d'emballage puis vous évitez les bris puis les retours. Vous pouvez ajouter à votre portfolio là, des emballages ajustables qu'on va voir sur la prochaine page. Donc, il existe des modèles de boîtes là, flexibles pour vous éviter d'avoir trop de boîtes en inventaire. Puis ici, je vous présente deux exemples. Le premier en haut, on peut voir avec une petite vidéo que je vais vous partager. Donc, une boîte à rainures multiples, c'est une boîte régulière auquel on a ajouté des rainures dans le haut, puis qu'on peut venir couper les quatre coins des boîtes puis s'ajuster au format de la boîte. Donc, on voit un produit qui est plus grand, un deuxième produit, donc avec la même boîte, on peut couper les coins plus bas. Puis avec une même boîte, on peut avoir jusqu'à 5, 6 formats différents. Un autre exemple plus bas ici, ça suit le même exemple, donc des rainures qu'on ajoute à un emballage. Mais dans ce cas-ci, c'est plus pour des produits plats comme des livres ou plus lourds, par exemple. Donc, je vous présente une petite vidéo qui montre simplement là, comment ça s'utilise. Donc, elle est facile à monter. Ça coupe un peu, là, mais en fait, c'est assez simple comme emballage et ça s'adapte vraiment au volume que, dans le fond, du produit que vous avez expédié. On plie où c'est nécessaire. Ça se fait rapidement. Puis ensuite, on peut ajouter du tape. Si on a des produits plus hauts, on plie à la bonne place et automatiquement, on vient s'ajuster aussi. Donc, c'est vraiment pratique. Ça ne prend pas de place dans un entrepôt aussi là, pour avoir ce genre d'emballage-là.
Ensuite, sur les prochaines pages, là, je vais vous partager d'autres façons de faire des économies ou de livrer plus rapidement. Vous pouvez réduire vos frais d'expédition. Là, Jean en a parlé tantôt, là, en utilisant des formats de boîte que la hauteur n'est pas plus haute que 2 cm pour bénéficier du tarif format lettre ou petit colis de chez Post Canada. Il faut juste noter là, que cette option-là est sans tracking. Ce qui est intéressant, c'est que si la dimension de vos produits le permet, là, vous allez vraiment payer moins cher. Puis évidemment, chez Cascade, dans nos solutions d'emballage, on offre ces formats-là déjà prédéterminés pour vous. Encore une fois, sur la prochaine page, là, vous pouvez vous adapter à Post Canada. Donc, pour livrer plus rapidement là, en expédiant du premier coup, Mélanie va vous en parler un peu plus longuement tantôt avec des données intéressantes. Donc, si vos produits conviennent à ces dimensions-là, essayez de choisir des emballages qui entrent dans les armoires à colis de Post Canada, comme on voit ici là, sur la photo. Vous allez faire gagner du temps à vos clients en leur évitant d'un trajet au bureau de poste. Puis évidemment, encore une fois, ça réduit votre empreinte environnementale qui est associée au transport. Sur la prochaine page, donc on voit un bel exemple associé à ça. Donc, c'est la compagnie Garçon Wines avec leurs emballages innovants. Ils ont même adapté la forme de la bouteille qui est plate pour s'assurer qu'ils rentrent dans les fentes, dans le fond des casiers postales des clients. Donc, c'est même devenu pour eux là, un élément différenciateur dans le marché pour vous autres. Il existe d'autres façons d'économiser du temps, livrer plus rapidement, puis on va voir ça sur les prochaines pages aussi. Donc, je vous ai dit plus tôt là, que vous pouvez sauver du temps en choisissant des modèles de boîtes rapides à monter. Comme ici, on voit dans le milieu une boîte avec un fond automatique. Ça vous évite de prendre du temps à appliquer le tape dans le fond d'une boîte régulière. On a souvent vu que cette manipulation-là prend du temps. Puis évidemment, chaque seconde compte pour livrer plus rapidement chez votre client. C'est des secondes qui s'accumulent sur des mois, des années. Puis pour vous aussi, ça peut être des façons de sauver des coûts sur la main-d'œuvre. Donc, il existe différentes façons d'améliorer nos façons de faire. Vous pouvez travailler aussi avec un gabarit de montage personnalisé. Sûrement que vous n'avez jamais vu ça, mais c'est ce qu'on présente ici, dans le fond, à droite. Dans le fond, c'est ce qu'on vient de lancer avec notre gamme, qui est en passant une innovation qui a été développée là, en ayant en tête de toujours vouloir faire sauver du temps à nos clients. Donc, je vous présente une petite vidéo pour montrer comment ça fonctionne. C'est assez simple. Donc, c'est un gabarit qui permet de monter rapidement la boîte, comme on voit ici avec un modèle spécifique. Ça a été dessiné là, spécialement pour l'outil. Donc, c'est facilement réglable aussi à différentes dimensions de la boîte. Donc, ça bouge, les panneaux peuvent bouger. Et on a calculé selon nos tests que ça réduit de 33 % le temps de préparation. Donc, sur la page, on voit un deuxième élément là, que c'est important, non, sur la page d'avant, oui, que cet élément, c'est important, excusez, de remettre en question là, vos méthodes de travail, soit en améliorant l'ergonomie des opérations, de mieux organiser vos tables de travail si vous en avez, en ayant les matériaux proches ou s'assurer qu'on a les bons outils aussi. En troisième point, je voulais juste vous dire que si vos ventes sont vraiment en croissance, que vous prenez de l'ampleur, que vous souhaitez optimiser vos opérations à un niveau supérieur, sachez qu'il existe aussi une panoplie d'équipements qui permettent d'automatiser certaines étapes de vos opérations et puis de vous rendre vraiment plus efficace dans vos emballages. Maintenant qu'on a vu les bases d'un bon emballage, dans la prochaine page, on va voir comment améliorer l'expérience d'achat dans le fond de vos clients en évitant qu'ils reçoivent des produits endommagés, puis comment rendre vos emballages éco-responsables s'ils ne le sont pas déjà. Donc, des petits trucs simples. Tout d'abord, dans la prochaine page, on regarde pourquoi c'est important de bien protéger vos produits. Vous allez voir dans la présentation de Mélanie, elle va vous parler du chemin là, que parcourent vos colis chez Post Canada, par exemple. Alors, c'est important que votre boîte et puis le produit à l'intérieur, il résiste aux nombreuses manipulations là, pour se rendre jusqu'à chez vos clients. Parce qu'un retour là, à cause d'un bris, c'est vraiment pas écologique et ça vous coûte cher. Pourquoi ça vous coûte cher? Bien, tout d'abord, pour les frais de transport, si vous les prenez en charge, comme Jean expliquait, il y a des avantages à le faire, puis il a montré un exemple vraiment pertinent pour ça. Évidemment, vous avez à remplacer le produit, donc vous payez 2 fois, puis tout son emballage aussi. Ça prend du temps pour votre service à la clientèle, de la gestion en entrepôt, puis vous risquez aussi de perdre un client parce qu'il y a à peu près 60 % des acheteurs qui considèrent acheter ailleurs s'ils reçoivent des produits brisés. Fait qu'au final, ça laisse encore une fois une impression négative là, du côté écologique. Il est aussi important de savoir là, que votre fournisseur d'emballage, il peut évaluer le grade de carton, par exemple, si vous utilisez des boîtes, pour savoir ce que vous avez vraiment besoin. Comme ça, vous ne payerez pas plus cher
pour une boîte avec du carton trop épais, si ce n'est pas nécessaire, ou évidemment, vous allez vous assurer qu'il est assez épais pour bien protéger vos produits. Donc, on parle de la boîte, mais il y a aussi ce qui se passe à l'intérieur. On va voir ça à la page prochaine, à la page suivante. Donc, quand je disais quand la boîte est au bon format, puis elle n'est pas trop grande pour le produit, en principe, le produit à l'intérieur ne devrait pas bouger. Par contre, quand il y a un peu d'espace, soit parce que le produit est d'une forme différente ou qui est plus fragile, autre que le matériel de remplissage lousse, on peut utiliser des découpes qui sont spécifiquement adaptées au produit, comme des coins qu'on voit, par exemple, dans le bas de la page. Mais il existe aussi des boîtes qui, à l'extérieur, ont des options de bumper, par exemple. C'est ce qu'on voit là, dans la petite image en haut à droite. Avant de passer à l'autre page, je vais juste vous dire un petit conseil par rapport au matériel de remplissage quand on l'utilise, en espérant que vous ne l'utilisez plus, là, mais les pinottes en styromousse, on a souvent entendu de notre expérience que les clients n'aiment pas ça du tout. Et même les employés aussi n'aiment pas travailler avec ça. Enfin, bien protéger vos produits, c'est important. Puis dans la prochaine page, on va voir que c'est important de tester vos emballages pour s'assurer de la protection. Donc, une fois qu'ils sont choisis, surtout si vous avez acheté des emballages stock standards, assurez-vous de tester vos colis pour savoir si ça tient la route. Pas juste pour le produit à l'intérieur, mais de s'assurer aussi que votre boîte reste intacte. Parce que quand on reçoit une boîte qui est déjà endommagée là, chez nous, avant même de l'ouvrir, ça ne laisse pas une bonne impression. Donc, vous pouvez faire des tests de chute par vous-même. Mélanie va vous donner des trucs aussi tantôt. Mais sachez que aussi, chez Post Canada, elle en parle aussi, là, ils peuvent vous accompagner pour tester vos colis de plein de façons là, pour s'assurer que ça passe bien là-bas. Donc, dernier point aussi, sachez que là, il y a des laboratoires qui existent, qui sont certifiés avec des protocoles de tests qui simulent des transports en camion et qui simulent aussi votre boîte là, qui se retrouve tout en bas d'une pile de boîtes là, en transport. Puis, il y a des normes assez strictes là, pour donner des certifications, en fait. C'est surtout utile quand vous avez des produits fragiles, vous n'êtes pas sûr de votre boîte, ou si vous vendez sur la plateforme d'Amazon, parce que pour certains produits, ils exigent maintenant des certifications et il faut le fournir à Amazon. Et sachez que chez nous, chez Cascade, on a un laboratoire d'expertise en transport d'emballage qui est situé dans notre centre de recherche et développement ici au Québec, puis qu'on peut tout faire ces tests-là pour vous. Quand on parle de protection, on pense aussi à protéger des produits, comme sur la page suivante, qui sont des aliments, en fait, qui ont besoin d'être gardés au frais ou surgelés dans un transport non contrôlé. Donc, c'est important de savoir qu'il existe des alternatives aux boîtes en polystyrène pour expédier des produits frais. Il y a plusieurs solutions qui existent sur le marché, mais puis qui sont faites en fait de matières recyclées, recyclables ou compostables. Et c'est le cas de notre Nordbox, qui assure la fraîcheur là, des aliments jusqu'à 48 heures. Pour s'assurer de garder un bon niveau de fraîcheur jusqu'au client, nous, on a une équipe d'experts qui est dédiée à la Nordbox, toujours à notre centre de recherche et développement ici, qui permet de déterminer pour vous, en fait, si vous en avez besoin, la bonne quantité de place selon le poids du produit, la dimension de la boîte, la durée et la température du transport. Donc, c'est une solution que chez Cascade, on a lancée en 2016. Et depuis ce temps-là, on est le fournisseur exclusif pour Good Food puis HelloFresh pour leur solution de prêt à cuire. Ensuite, je vais vous parler d'éco-responsabilité. On y arrive. Donc, ici, je vous présente une liste sommaire qui peut vous être vraiment utile puis qui est assez simple pour rendre vos emballages plus éco-responsables parce qu'il y a 90% des milléniaux qui mentionnent que l'éco-responsabilité, ça affecte leur décision d'achat. Jean en a glissé un mot tantôt. Et ça ne surprend personne là, que c'est dans l'air en ce moment et ça va vraiment, ce n'est pas une tendance qui va diminuer. Donc, les gens sont très concernés par l'environnement et représentent probablement une grande partie là, de votre clientèle actuelle qui achète en ligne. Bon, à la base, privilégiez les emballages qui sont recyclés, recyclables et même compostables. C'est possible autant pour l'emballage intérieur qu'extérieur. Ensuite, réduisez les emballages. Comme je vous dis, essayez de ne pas avoir des trop gros emballages puis d'expédier dans le fond de l'air, puis d'avoir du suremballage, ce n'est pas nécessaire. Bon, peut-être que je me répète, mais il ne faut pas trop réduire non plus les emballages, puis s'assurer qu'on protège bien les produits, parce qu'on veut éviter les retours pour cause de bris. Comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas écologique. Puis, si c'est possible, bien, vous choisissez un fournisseur d'emballage qui est le plus proche de vos installations ou de chez vous, qui a des pratiques éco-responsables. Consolidez vos emplois si c'est possible.
faciliter enfin les retours là, avec des emballages qui sont faciles à ouvrir puis à refermer, là, que les clients ils peuvent réutiliser pour les retours. Enfin, là, prenez le temps de communiquer à vos clients vos efforts que vous faites pour être plus éco-responsable, ça va être payant. Vous pouvez le faire sur votre site Internet ou vous pouvez même l'afficher sur vos emballages. C'est encore plus direct comme message. Donc, sur la page suivante, là, c'est sûr que j'ai mis l'emphase sur l'éco-responsabilité parce que c'est important pour la plupart des clients, mais parce que chez Cascade, comme plusieurs le savent, là, nous, c'est au cœur de nos valeurs. Nous autres, on est une pionnière dans l'économie circulaire. On est le plus grand recycleur au Canada parce qu'on récupère nous-mêmes notre carton pour refaire du papier, pour refaire nos boîtes. Donc, nos boîtes, évidemment, sont majoritairement faites de fibres recyclées, sont recyclables, évidemment. Puis, on travaille super fort pour améliorer nos méthodes de production en utilisant moins d'eau et d'énergie que la moyenne de l'industrie. Évidemment, nos produits peuvent être certifiés FSC si vous voulez. Puis, enfin, dernier point important, c'est qu'on est quand même très fiers d'avoir été nommé l'une des 100 entreprises les plus responsables au monde, là, selon le magazine Corporate Knights. Et la semaine passée, on a appris que Cascade figure encore une fois dans leur top 50 des meilleures entreprises citoyennes au Canada. On est en 16e position et on occupe la première position là, dans le secteur des contenants et de l'emballage. Dans la dernière partie, avant de terminer, je vais vous parler des opportunités que vous avez pour jouer votre branding sur votre emballage. Donc, au-delà de bien emballer puis d'avoir des pratiques éco-responsables, vous avez vraiment la possibilité de rendre l'expérience de vos clients à un autre niveau pour vraiment créer un effet wow. Donc, vous savez, là, avec le commerce en ligne, votre emballage d'expédition, il y a maintenant le rôle de l'emballage primaire là, pour communiquer directement avec votre client puis lui faire vivre une belle expérience d'unboxing. Donc, je ne vous apprends rien non plus en disant que les jeunes, les milléniaux, ils ont vraiment une grande tendance à partager sur les réseaux sociaux leur expérience, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Donc, profitez de ça là, pour faire de votre client des ambassadeurs de votre marque en créant un effet wow. Vous avez le pouvoir de le faire parce qu'il y a des millions de vidéos d'unboxing sur YouTube là, pour aller voir ça. Donc, on va voir comment on peut faire ça là, sur les prochaines pages. Donc, comme je disais, vous avez le pouvoir d'utiliser du visuel à l'intérieur et à l'extérieur aussi, mais aussi d'utiliser d'autres structures de boîte autres que la boîte régulière là, pour améliorer l'expérience chez votre client. C'est certain que c'est une belle opportunité là, pour valoriser votre produit, toucher votre client. Puis sachez que plus vous personnalisez vos emballages, plus vous allez augmenter la loyauté des clients parce qu'on a appris là, que plus de la moitié des consommateurs ils répètent en fait leurs achats si les emballages sont personnalisés. C'est important de savoir que vous pouvez le faire quand même assez facilement avec des nouvelles technologies comme l'impression numérique, qui est quand même assez nouvelle sur les emballages en carton. Puis ça vous donne vraiment une flexibilité parce qu'il n'y a pas nécessairement de quantité minimum requise. Et ça peut vous être utile si vous avez, par exemple, comme je dis, des plus petites quantités ou vous voulez faire des promotions saisonnières ou même faire des messages vraiment personnalisés d'un emballage à l'autre. Donc, je vous montre sur la prochaine page rapidement des exemples de détaillants qui réussissent bien leurs emballages au niveau de l'effet wow. Donc, ici, on voit des détaillants de chez nous comme Boutique 1861, Aritzia ou Simons, qui sont des détaillants qui vendent des vêtements. Ils sont vraiment bons à ajouter là, des attentions avec des papiers de soie. On voit des lettres personnalisées, des cartes aussi. On voit même des petits rubans. Ça reflète vraiment les valeurs ou le plus haut de gamme de leur côté là, qu'ils veulent projeter avec leur marque. Ça devient même comme des cadeaux qu'on s'offre. Donc, ça rehausse vraiment l'expérience. Aussi, David City, enfin, lui, il utilise aussi du papier de soie, mais il ajoute beaucoup d'échantillons là, pour faire connaître ses autres produits. Sur l'autre page, on voit aussi d'autres entreprises là, qui ont réussi des impacts forts à l'extérieur avec l'emballage. Comme ici en haut, on voit Soda Soul qui sont au Royaume-Uni, qui jouent avec des emballages rétro hauts en couleur. C'est vraiment assez wow. À droite, les chaussures Toms, pour eux, sont un peu plus sobres, côté où ils expriment vraiment leur valeur sociétale. Puis enfin, en bas, on a un exemple où on peut jouer avec des versions plus naturelles, avec la couleur craft là, pour un look plus écolo. Donc, je vous dirais que si vous mettez, là, le seul point que je veux faire en finissant sur ce point-là, quand vous mettez des efforts pour créer des beaux visuels, soyez juste vigilants là, de ne pas cacher vos visuels puis prévoir de l'espace pour les étiquettes d'expédition, puis pas cacher des messages importants ou des options d'ouverture si vous avez pris le temps
d'y réfléchir et de penser ces emballages-là. Donc, ma dernière page avant de conclure, c'est d'autres petits exemples que je trouvais originaux à vous partager aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est ingénieux de leur part, comme par exemple pour réutiliser des emballages, pizza. Quand on a fini de manger, on peut jouer au basketball avec leur boîte. Puis à droite, on a vu un exemple l'année passée de Tide qui a vraiment repensé son emballage expressément pour le commerce en ligne avec un emballage de carton, puis une poche, puis un distributeur à l'intérieur qu'on peut changer et rendre en distributeur pratique à la maison. Donc, c'est assez ingénieux comme solution. Il y a plein d'idées si on se creuse la tête pour trouver des idées originales. Donc, en conclusion, si on en prend de chaîne page, moi, ça fait le tour des informations que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, je vous ai fait une liste, un peu comme Jean a fait, de rappels là, qui va vous être disponible aussi. Donc, planifiez à l'avance vos emballages parce qu'avec la vente en ligne, là, vos emballages font partie du produit. Ils ont le rôle de faire vivre votre marque. Pensez d'inclure votre fournisseur d'emballage au début du processus aussi pour vous aider là-dedans. Parce que ça va vous aider, bon, on fait une liste rapide, là, à réduire les espaces vides, mieux protéger vos produits. Vous aurez le temps de penser à votre stratégie de branding pour fidéliser vos clients aussi. Pensez aussi à optimiser les opérations d'emballage, vos façons de travailler, ça réduit les coûts, ça augmente votre vitesse de livraison chez vos clients. Profitez de l'expertise aussi de vos fournisseurs d'emballage, des transporteurs ou même des 3PL si vous allez dans cette voie-là. Il y en a beaucoup quand même à partager avec vous. Puis enfin, bien, soyez co-responsable puis dites-le. Alors, avant de laisser la parole à Mélanie, je voulais juste vous dire sur ma dernière page qu'en tant qu'expert ici chez Cascade, là, en solutions d'emballage pour le commerce en ligne, avec notre gamme qu'on vient de lancer, on a vraiment l'expertise pour vous accompagner à toutes vos étapes, que vous soyez nouveau, vous commencez à vendre de vos produits en ligne ou vous soyez une plus grande entreprise, on s'adapte à vos besoins. Alors, merci de votre écoute aujourd'hui. J'espère que ça a été utile pour commencer ou continuer à bien emballer vos produits. Je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup, Lynn, pour cette excellente présentation et ces innovations. Je souligne un point. Tu montrais les boîtes, l'effet wow. J'ai même pour Boutique 1861, ils ajoutent même un parfum à l'intérieur de l'emballage pour quand on rouvre, on ait un plaisir olfactif en même temps. Alors, ça fait vraiment une différence. Lynn, j'ai une question pour toi. Ces emballages personnalisés, est-ce que ça me prend des grandes quantités, des gros volumes? Il faut que j'achète 10 000 boîtes chez vous ou on peut y aller avec des plus petites quantités parce que les entreprises, quand ils commencent, trouvent ça super intéressant, mais je ne veux pas me retrouver là, avec 25 palettes de produits chez moi, de boîtes chez moi. Oui. Bien, chez Cascade, la beauté de la chose, c'est qu'on a plusieurs usines qui s'adaptent à plusieurs besoins différents. Donc, on a des spécialités dans certaines usines aussi où on est capable justement d'offrir des emballages avec peu de minimum à prix super abordable. Puis, en fait, c'est tout sur mesure. On s'adapte vraiment aux besoins, puis on regarde ça, mais on est vraiment dans la moyenne des prix là, de ce qu'on a offert. Super, merci. Vanessa, est-ce qu'il y a d'autres questions pour les équipes? Oui. Alors, première question, est-ce toujours nécessaire d'envelopper un article qui possède déjà une boîte? Exemple, une boîte de chaussures. En fait, l'important, moi, je dirais non. Il y a deux facteurs. Le premier, est-ce que c'est bien protégé? Est-ce qu'il est bien fermé pour pas que ça soit facilement ouvert dans le transport? Donc, si ça, à la base, habituellement, les chaussures n'ont pas nécessairement besoin d'une protection supplémentaire. Donc, il y a un papier de soie à l'intérieur, ça convient. L'autre point, c'est que si vous avez, vous ne voulez pas que, par exemple, le client sache qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, si dans le cas où on laisse un emballage sur la galerie, par exemple, puis là, il y a du branding dessus. Des fois, on va vouloir avoir une boîte plus neutre, mais c'est sûr qu'on privilégie d'avoir pas une boîte dans une boîte. Ce n'est pas une pratique qui est très éco-responsable. Parfait. Lorsqu'on est certifié, je ne sais pas si je le dis bien, APASS, APAS, oui, okay. Pour Amazon. OK. Est-ce une bonne idée de l'indiquer sur notre site Internet? En principe, ces produits-là sont vendus sur la plateforme Amazon.
On peut l'indiquer quand on mentionne qu'on vend nos produits sur Amazon. Oui, parce que ça peut, dans le fond, certifier que l'emballage va tenir la route. Puis, en fait, c'est à ça que ça sert, là, tous les tests qu'on peut faire pour cette certification-là. Donc, je ne vois pas d'inconvénient. Oui, ça peut être un avantage. Parfait. J'ai une autre question. Quelles sont vos recommandations au niveau des produits de remplissage en considérant des paramètres comme le coût, la qualité de protection et l'environnement? Bien, mon premier choix, ça serait du papier recyclé. Donc, il existe du papier. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent qu'on appelle des air pillows. Il y en a qui sont avec des matières recyclées, ça existe, ou qui affichent qu'ils sont recyclables. C'est sûr qu'on va privilégier ça. Au niveau du coût, je crois que c'est ces matériaux-là qui sont les moins chers. Par contre, le papier recyclé aussi, ça reste quand même un papier assez épais là, qui est chiffonné, qui peut être… il y a toutes sortes de technologies, en fait, qui sont faites en matière, pas juste de papier, mais qu'on peut chiffonner avec des appareils aussi pour mettre dans les boîtes pour faire le remplissage. Parfait. Ça fait le tour des questions que j'ai. On pourra passer… Parfait. Peut-être inviter Mélanie Bélan de Post Canada nous parler un petit peu du point de vue de la compagnie qui fait la livraison, une des compagnies qui fait la livraison des colis. Alors, comment vous voyez l'ensemble de la préparation, le pick, pack, la livraison et l'importance que ça donne dans le rôle de la logistique pour celui qui va avoir à livrer et comment augmenter notre efficacité, comment ça peut réduire nos coûts. Mélanie, on te cède la parole. Merci René. Maintenant qu'on est presque en période, on dit post-COVID ou après COVID, en tout cas c'est loin d'être terminé, mais on est rendu à une autre étape. Il y a déjà des données, des statistiques qui sont sorties. Si on parle de données ou de changement d'attitude au niveau du commerce, selon Numerator Canada, à cause et pendant la période de COVID, il y a 85% des Canadiens qui ont vraiment changé leur attitude et leurs habitudes en ligne, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à acheter beaucoup plus. Puis 29% de ces gens-là ont acheté ce qu'on appelle les produits de commodité. Les produits de commodité, c'est pas juste du fashion, des belles robes et ainsi de suite, ou des chaussures, c'est beaucoup de savon, beaucoup de crème pour les mains. Vous avez sûrement vous autres aussi acheté, en fait, ce genre de produits-là. Donc, les exemples, les quelques photos que je vais ajouter à ma présentation aujourd'hui sont des exemples un petit peu comme ça, où là, il y a des liquides qui sont envoyés. Et là, pourquoi encore plus que d'habitude, peut-être, l'importance de vraiment valider, regarder ces emballages. Si tu passes à la prochaine diapositive, Vanessa, l'idée aujourd'hui, c'est de dire Jean est passé au travers de toutes les chaînes, toutes les étapes de la chaîne logistique. Ensuite, là, il a parlé spécifiquement d'emballage, donc la boîte, l'emballage comme tel, le bien, le matériel. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est vous parler de cette étape-là, donc l'exécution, la préparation de la commande et la boîte, mais dans une optique où c'est de l'opération, c'est de la logistique, mais ce qui est important de savoir, c'est que ça devrait, en principe, vous permettre de vendre plus, d'avoir une meilleure satisfaction au niveau de la clientèle. C'est donc un outil marketing, de voir vraiment votre emballage et votre étape de l'emballage comme un outil de vente, comme un outil de marketing. Si tu vas à la prochaine diapo, on voit donc toutes les étapes d'une commande en ligne et l'exécution, ce que j'ai mis en jaune, concerne donc la préparation, le picking, si on veut, de cette commande-là et l'emballage. Et ça représente 16% quand même de votre coût, c'est énorme. 16%, c'est beaucoup. Ça vaut la peine de s'y pencher. Ça vaut la peine de voir comment, à travers cette étape-là, vous êtes capable de réduire vos coûts. Parce que oui, il y a des choix que vous allez faire qui vont vraiment réduire votre coût total. Et c'est tant mieux parce que l'idée, c'est que ça coûte le moins cher possible à expédier. Donc, ça passe à la prochaine diapo. Il y a un pourcentage intéressant. Et ça ne vient pas de Post Canada, donc c'est vraiment canadien et toute entreprise confondue. C'est que 20% des retours, donc de vente en ligne, serait dû parce que l'emballage, le paquet, la boîte a été endommagé. Alors, il y a différentes raisons et il y en aura 1000 probablement raisons pour ça, mais une des raisons, c'est si à l'intérieur, on a mal placé les items, si on n'a pas bien rempli, si on avait trop de vide, si ça bougeait. Bref, il y a plusieurs raisons et je vais partager quelques exemples ou quelques suggestions aujourd'hui avec des photos. On va à la prochaine diapo. L'idée, c'est de vous parler, de vous montrer, puis quoi de mieux qu'une photo, finalement. Qu'est-ce que c'est que le chemin que va parcourir le colis? Parce que c'est pas comme quand je vais chez l'abbé et j'achète mon parfum et la gentille demoiselle me remet ça dans une super belle boîte blanche, mince, cute, avec un beau ruban, puis me le remet de main à main.
Non, votre colis, vos colis vont passer sur des convoyeurs, un peu comme vous voyez l'image là. Les convoyeurs ont toutes des petites palettes ou des petites planches où là, on va, avec des collabarres, c'est ça l'idée d'avoir l'étiquette avec un collabore, donc il y a la lecture de votre colis. Et là, on va aller dans la bonne boîte, qui va aller dans la bonne cage pour aller dans le bon camion et ensuite est livré au bon endroit. Si vous regardez sur les images de la page suivante, ce qui est important de voir, c'est que dans un établissement, évidemment, celui-là, c'est l'établissement de Poste Canada à Montréal, mais ça ressemble, toute entreprise de courrier là, a relativement les mêmes installations. C'est ce qu'on appelle la chute ou le culbuteur. Donc, les petits colis, que ce soit un petit sac, une petite boîte de chaussures ou une petite boîte avec 2-3 produits cosmétiques, bien, vont passer, vont être ce qu'on dit culbutés. Donc, c'est à peu près 3-4 pieds de haut. Donc, pensez que votre colis, il n'est pas déposé de main à main, puis avec une espèce de parcours très lisse et très doux. Il va vraiment tomber, surtout pour les petits colis, là, sur d'autres colis. Et faux, c'est pour ça souvent dans les entreprises d'emballage, je pense que Lynn en a parlé un petit peu, chez Cascade, je sais qu'ils le font, vont faire des tests. Ils vont faire des tests de dire, bien, on va échapper le colis 3, 4, 5 fois. Et en principe, le colis ne devrait pas s'abîmer et ce qui est à l'intérieur ne devrait pas briser. Donc, c'est important de savoir ça parce que si vous ne savez pas ça, l'importance d'emballer, à ce moment-là, ne prend pas autant de son sens. Si vous regardez à la prochaine diapo, des exemples donc sur le convoyeur, des exemples dans l'établissement de traitement, mais la photo à gauche, c'est un exemple dans le camion, dans un camion, où là, il y a des colis qui vont être packés, et là, excusez les termes anglais, je suis désolée, mais c'est du loose load. Alors, c'est loose, un colis par-dessus l'autre. Oui, bien oui, il se peut qu'une boîte un peu plus pesante que la vôtre soit déposée sur votre colis pendant le trajet, pendant le transport, et si ça va en recouvert, bien, ça va prendre quelques heures avant qu'une autre boîte moins pesante soit dessus. Donc, l'importance de savoir, d'être conscient dans quel environnement votre colis va se promener pour comprendre pourquoi c'est si important d'emballer avec du matériel de qualité. À l'autre page, vous avez un exemple. En fait, c'est une photo des armoires à colis. Je sais que Lynn a montré la photo de nos boîtes communautaires, c'est-à-dire quand vous êtes en banlieue et que vous restez à l'extérieur de la ville de Montréal, bien, vous avez votre courrier dans ce qu'on appelle des petites boîtes communautaires au coin de la rue. Ces armoires à colis-là sont plus gros, vous voyez que les contenants sont très, très gros et accueillent beaucoup de colis. C'est installé dans les condos, les appartements. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a plus d'1 million d'adresses au Canada qui a ça. Et petite information en passant, on a les adresses de ces gens-là, les codes postaux, et c'est des gens qui commandent beaucoup, beaucoup, beaucoup en ligne parce qu'ils aiment recevoir directement dans le lobby de leur appartement les colis dans ces casiers-là. Pourquoi je vous montre cette image-là, cet exemple-là, c'est que pourquoi, alors que vous êtes à l'étape de revoir vos emballages ou même d'en créer un, puisque vous avez un nouveau produit, un nouveau site web, bien, pourquoi ne pas faire en sorte que ça fitte, que les dimensions respectent ces boîtes-là ou ces armoires-là et que donc, lors de la tentative de livraison, bien, on va livrer puisque ça rentre et on n'aura pas besoin d'aller au bureau de poste et votre consommateur n'aura pas besoin d'aller se déplacer au bureau de poste. J'ai mis 2 exemples ici, la belle boîte à pizza de Poche et Fils. Je salue les gens de Poche et Fils, je les adore, je travaille avec eux depuis longtemps. Et quand ils ont créé leur boîte de pizza pour livrer leurs T-shirts, ils étaient super contents, ils étaient très rigolos avec l'idée. Mais après coup, quand moi j'ai vu ça sur le film, ben, je leur ai dit, moi j'aurais choisi une boîte de sous-marin, parce que c'est fait sur le long, beaucoup plus long, beaucoup moins large, et donc ça entre bien dans les boîtes communautaires, les casiers, les boîtes aux lettres aussi. Alors, ils ont fait, oui, bonne idée, quand on n'aura plus de boîte à pizza, on va probablement changer le format de notre boîte. On rigole, mais c'est pour dire que pourquoi, tant qu'à choisir un format, ne pas le choisir de façon à ce que ce soit optimal, que ça se livre bien dans les boîtes aux lettres de vos clients. L'exemple du sac que je mets en bas est intéressant. Aujourd'hui, plusieurs entreprises dans le fashion utilisent ce genre de sac-là, Simons, Dynamite, Le Château, pour ne nommer que ceux-là. C'est-à-dire que je vais recevoir mon colis, j'ai mes 2-3 paires de jeans, parce que j'ai commandé 2-3 sizes parce que je ne suis pas sûre de celui qui va me faire. Et une fois que j'ouvre mon paquet et que j'ai envie de retourner la grandeur ou les grandeurs qui ne font pas, je remets les trucs dedans et j'ai comme une deuxième fente qui me permet de refermer le même emballage, le déposer dans une boîte aux lettres et de le retourner au détaillant. Quand on parle d'environnement, Lynn en a parlé beaucoup de l'éco-responsabilité. Ça est une façon de choisir un emballage qui pourra resservir à l'étape du retour, en fait. À l'autre diapo, il y a un exemple de cas. C'est le genre de travail que je fais tous les jours avec les clients, les détaillants que je rencontre. Valider, regarder, analyser leurs emballages, puis faire des recommandations pour que ce soit d'abord efficace, mais surtout le moins cher possible. Chocolat Favori travaille avec Poste Canada depuis longtemps, puis ils ont été super gentils de nous partager de l'information. On a fait des tests avec eux.
Vous regardez les photos de gauche à droite et en partant en haut et en se tendant en bas à droite, bien, vous voyez chacune des étapes d'emballage que les deux petits pingouins ont dû avoir pour éviter les bris. Parce qu'au début, on avait juste l'emballage en haut à gauche, pas de papier bulle, et ça bougeait dans la boîte, donc le chocolat se brisait. Et là, on est rendu avec du bulle par-dessus, une boîte, comme vous voyez, assez bien remplie. Lorsqu'on fait le shake test, qu'on appelle, lorsqu'on brasse la boîte, ça ne bouge pas. Et à la livraison, c'est livré en parfait état. Donc, ça donne une idée pourquoi c'est important, puis l'impression, évidemment, de recevoir des colis qui ne seront pas endommagés quand on va ouvrir la boîte. À l'autre page, c'est un exemple, en fait, d'une entreprise. Je n'ai pas de photo, mais c'est une entreprise de Montréal, Norden, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des manteaux d'hiver. Puis l'isolant ou la rembourrure, si on veut, a été faite à base de bouteilles de plastique. Donc, très écologique, une super belle marque de Montréal en plus. Je vous invite à aller sur le site. Ils ont vraiment des beaux manteaux, j'en ai acheté un. Mais pourquoi je parle de ce cas-là, c'est que ce cas-là est encore en étude, dans le sens qu'ils sont encore en train de chercher un matériau d'emballage qui n'est pas un sac de plastique parce que ça ne fit pas du tout avec l'image de marque et leur marque d'être éco-responsable. Donc, ils sont encore en train de chercher ça. Donc, des beaux défis pour les entreprises comme Cascade ou n'importe quelle autre entreprise d'emballage parce qu'il y a des clients, des détaillants qui veulent vraiment que même l'emballage comme tel soit le plus éco-responsable possible. Et dans ce cas-là, bien, ils sont encore en train de chercher. Ça n'existe pas pour le moment. À la prochaine diapo, on entre dans quelques petits exemples. Des recommandations, oui, des suggestions, mais surtout des exemples de tests. Je sais que Lynn a parlé de tests et je vais en reparler. Puis moi, je pense que ma dernière slide, c'est ce que ça dit. On vous suggère de tester, puisque après, bien, vous savez que vous êtes entre bonnes mains et votre matériel est efficace. Je parlais d'étapes de brossage, le shake test. On recommande à chaque fois, donc les gens qui font la préparation de commandes chez vous, dans votre centre de distribution ou vous-même dans votre sous-sol, bien, quand vous êtes en train d'emballer, puis avant de fermer la boîte, vous brassez. En principe, rien ne devrait bouger. C'est comme ça qu'on limite les bris parce que tout se tient bien à l'intérieur. Une autre recommandation, bien, justement, de valider, de discuter pour des formats de boîte avec votre fournisseur d'emballage, soit en proposer, soit regarder ceux que vous avez déjà. Y a-t-il déjà des bris? Avez-vous déjà des plaintes? Donc, quelle est la situation et comment on peut l'améliorer? Donc, d'ouvrir vraiment la discussion, d'impliquer les gens de marketing, de mettre des beaux logos sur la boîte, s'assurer qu'on met le logo à la bonne place parce que l'étiquette d'expédition qui arrive sur une boîte et qui cache tout le beau travail marketing que vous avez fait, c'est poche. Puis, on ne veut pas que ça arrive. Donc, les gens de marketing et d'opération travaillent ensemble et avec les entreprises d'emballage pour que le produit soit un bon produit à la fin de la journée. Finalement, faire des tests pour calculer le poids. Quand on parle de poids, la boîte a un poids réel. Je vais prendre la boîte, je vais la déposer sur une balance, elle a un poids X, 2 kg. Mais les dimensions de la boîte donnent aussi ce qu'on appelle un poids volumétrique. Donc, l'espace que cette boîte-là prend dans nos camions de livraison, bien, ça donne un prix, ça donne un coût. Donc, quelqu'un qui prend une grosse boîte pour envoyer un oreiller, la boîte est très grosse, donc elle pèse peut-être juste 500 grammes, mais le poids volumétrique de cette boîte-là, c'est 5 kilos. Et donc, le client, vous allez payer 5 kilos à votre transporteur parce que c'est l'espace que ça prend dans nos camions. Le petit tableau que je mets là, c'est un tableau que j'utilise, moi, parce que ça permet de calculer et de voir si je diminue de 2 cm ou de 5 cm une dimension de ma boîte, comment ça joue sur le poids et quel est le poids réel de ce que j'expédie d'habitude dans une boîte. Et là, vous faites des tests et vous jouez avec ça. Évidemment, contactez-moi si vous voulez que je vous aide à faire ça. Là, ça fait aussi partie de mon travail. Je ne vous laisserai pas faire ça tout seul, mais c'est très efficace et les gens aiment ça, donc avant même de faire le choix optimal du format de la boîte. À l'autre diapo, je montre quelques images, quelques exemples. Je vous parlais tantôt que 29% des gens ont dit ben je vais vraiment, et j'ai commencé, je vais continuer à acheter beaucoup plus de produits de commodité. Ici, sur l'image de gauche, c'est de la nourriture, c'est du lait de soya. Imaginez que ça peut être aussi une pompe à savon, une crème à main, du savon à lessive, des choses comme ça. La boîte que vous voyez là avec le petit rond rouge, c'était comment c'était emballé avant que je fasse mes petites analyses et que je regarde ça moi-même avec mes yeux. Évidemment, si la boîte avait été envoyée comme ça, avec le contenant liquide qui touche et qui est collé sur le coin de la boîte, fortes sont les chances que tout ça arrive tout mouillé et bien endommagé parce que d'abord, un coin liquide sur un coin de boîte, le coin de boîte peut toucher dans le camion, peut toucher le convoyeur, peut se cogner sur une autre boîte. Si on cogne un peu et si on pèse un peu, ça peut donc percer le contenant à l'intérieur. Je ne vous raconte pas ce que ça peut donner comme débris. Donc, intéressant et important de mettre du papier autour et de ne pas coller un contenant liquide comme ça sur un côté de boîte.
Ce que vous voyez dans le milieu, c'est similaire aussi, très endommagé et très mouillé comme boîte. C'était des pompes à savon. Et les gens n'avaient pas emballé chacune des pompes dans de la bulle ou dans du papier d'emballage. Ils n'avaient surtout pas bloqué les pompes. Alors, la pompe, alors qu'une boîte plus pesante est arrivée par-dessus, a fait couler tout le savon dans la boîte. Donc, c'est des choses que, encore une fois, vous ne voulez pas que ça arrive. La petite boîte blanche, c'est mon exemple de tantôt, c'est une belle boîte de parfum, mais très mince, très petite, pas du tout une boîte d'emballage. Donc, cette boîte-là, si vous voulez qu'elle soit la boîte de votre produit, parce qu'elle est cute, le client va l'ouvrir et ça va être parfait, vous devrez la mettre dans une autre boîte qui est plus solide ou sinon dans un emballage de plastique ou autre. Mais bref, ça ne tient pas la route. Vous voyez, elle a été écrasée, pas du tout assez solide pour faire le parcours des convoyeurs, des camions et des transporteurs. Donc, si on passe à la diapositive suivante, on vous propose de tester, et là, je mets l'image d'un de nos employés dans nos plans de traitement, celui-ci à Montréal, où un sac noir en emballage de plastique a été testé pour voir sur nos convoyeurs si on était capable de bien lire l'étiquette, pour réaliser dans ce cas-là que non, la couleur noire n'est pas très bonne parce que l'étiquette n'est pas lue par les cubiscables et ce n'est pas une couleur qui est acceptable. Le client, après donc les tests, a donc changé sa couleur pour un sac rouge. Donc, des tests intéressants qui vous apprennent des choses qui vous permettent de ne pas acheter 20 000 sacs noirs avant de savoir que ça ne fonctionnera pas, que ça va être difficile de lire l'étiquette et donc pour vos clients consommateurs de traquer, de suivre le retraçage de leur colis. Donc, on vous invite, vous me contactez et vous pouvez même venir dans les établissements de traitement. On va voir, on va gérer les sécurités COVID et tout, mais c'est le genre d'initiative qu'on fait. Et je sais que chez Cascade, entre autres, Lynn fait ce genre d'initiative-là aussi pour tester les boîtes là, comme telles, l'emballage comme tel. Donc, si on passe à la prochaine diapo, c'est la dernière. En fait, je n'ai pas fait de liste comme Jean ou comme Lynn parce qu'ils ont tous tout dit. Moi, ce que j'espère avec les quelques photos et les quelques blabla de ce matin, c'est de vous avoir fait comprendre que votre logistique, votre performance opérationnelle est un vrai outil de vente, un vrai outil de marketing et que ça a un impact sur la conversion, sur vos ventes, sur les gens qui vont apprécier et acheter à nouveau chez vous. Important donc de se parler, de travailler tout le monde ensemble. Sur ça, je vous remercie et je vous souhaite de belles ventes en ligne, surtout une super belle journée. Merci. Merci beaucoup, Mélanie, pour cette bonne présentation. J'aime bien les exemples quand c'est réel et concret là, dans les choses de Post Canada, puis montrer les tests, puis l'importance, les chutes de colis. Moi-même, quand j'expédiais, on a fait beaucoup de changements là-dessus. Je ne peux pas t'avoir de Post Canada sans pouvoir te poser une question là, qui touche l'actualité et qu'on a vu dans les journaux tout récemment. Parle-nous un petit peu là, de la difficulté en ce moment que Post Canada a de livrer l'ensemble des colis. Comment ça affecte et puis qu'est-ce que ça regarde pour Noël? Parce que moi, ça m'inquiète de voir là, un petit peu la montée des volumes qu'il va y avoir en temps de Noël et la capacité, pas juste de Post Canada, mais de l'ensemble du réseau de pouvoir répondre à la demande. Alors, qu'est-ce que tu peux nous parler de ça? C'est une excellente question. Je t'avoue que moi, depuis 2 mois, là, je suis super bonne pour la répondre parce que j'en parle probablement tous les jours à tous mes clients. Mais ça fait du sens, René, parce que quand on n'est pas dans la logistique ou dans l'établissement de traitement de Post Canada, on ne peut pas penser, et c'est normal, à tout ce que ça implique. Ce qui s'est passé, c'est qu'au mi-mars, quand le Québec s'est mis sur pause et que tous les magasins ont fermé, la seule façon de commander mon Jean Coutu, mon Simons ou mon boutique 1861, c'était de le commander en ligne. Alors, évidemment, croissance immense. Si vous êtes des détaillants et que vous êtes avec nous ce matin, je pense à mes amis des libraires du Québec, les librairies indépendantes du Québec, les 105 librairies à travers le Québec qui vendaient peut-être 10 commandes par semaine avant le COVID, puis qui sont passées à 1000 commandes par jour. Ça vous donne une petite idée de la croissance? Donc, super beau succès, hein? Panier bleu, on achète local, ça a marché. Ça a fait bien des colis qui rentraient chez nous. La grosse différence entre Post Canada et tous les autres transporteurs, c'est que Post Canada, à 80 notre colis, c'est du e-com, c'est-à-dire c'est une boîte qu'on livre à un monsieur, madame, tout le monde. Les autres transporteurs, et je les nomme tous, Purolator, FedEx, UPS, ont la business qu'on appelle de magasin à magasin, business to business. Donc, eux, quand les magasins ont fermé, quand le Québec s'est mis sur pause puis que Reitmans et Simons et Clément n'étaient plus ouverts, les camions pleins de colis qui devaient livrer dans les magasins un peu partout au Québec, au Canada, qui devaient livrer d'un magasin à un autre ou d'un magasin au centre de distribution, ils ont été vides. Donc, rapidement, Puro, FedEx, UPS, Dicom, nommez-les. Ils m'écrivaient des bouts de messages sur LinkedIn pour dire « Mélanie, mes camions sont vides, on peut vous aider si vous voulez. » Donc, eux n'ont pas eu le gros rush que nous, on a eu. Plus de colis, 6 000 employés COVID ou avec des gens dans la famille COVID, donc 6 000 employés en moins.
quand à Noël, nous en avons 6 000 de plus, tu te rappelles, René? Donc, beaucoup moins d'employés. Et les portes, ce qu'on appelle le dock, donc sur les 30 portes à Montréal, 15 étaient ouvertes parce que la distanciation nous disait de mettre un espace libre entre chacun. Donc, j'ai moins de monde, j'ai moins de portes pour entrer les colis. Et le convoyeur, les images que je vous ai montrées tantôt, bien, à défaut d'avoir 6 personnes sur le convoyeur, donc 3 de chaque côté qui débarquent les colis, on en avait 3. Donc, moins de monde, moins de monde, moins de monde et énormément plus de colis. Ça a pété. Je te dis, c'était hallucinant. Des vannes. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé 24 heures sur 24, évidemment. Même dans le temps de Noël, on fait ça, mais là, on l'a fait aussi. Ce qui est arrivé, ce qui nous a aidés, je pense que j'en parlais un petit peu, c'est que lorsque les magasins ont réouvert, les détaillants qui avaient des magasins, on se sont dit « Hey, moi, je veux du trafic en magasin », on ralentit un petit peu l'expédition en ligne. Ils ont fait du « achète en ligne », mais viens chercher ton colis en magasin, au lieu de le donner à Poste Canada ou à UPS ou à FedEx. Ça nous a aidés. C'est sûr que ça nous a aidés parce que là, on avait un volume un peu plus normal de livraison et on est maintenant capable de gérer ça. Qu'est-ce qui se passe pour l'avenir? Noël, c'est demain. Même le back to school, je parle à des gens comme Bentley, là, les sacs d'école, ça s'en vient. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est un petit peu gérer et parler avec nos clients pour savoir qui fait quoi, donc qui utilise cette option-là d'avoir plus de colis en magasin. Nos employés reviennent. Fait que nos 5-6 000 employés qui étaient partis reviennent. Ça va aider. Les mesures de distanciation, on a installé plus de plexiglas, donc on ouvre des portes, on ouvre plus de portes. Fait on est aussi en train de revenir à la normale dans le plan. On a plus de monde. Et au moment où je te parle cette semaine, les délais devraient redevenir un petit peu plus normaux. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal comme Jean non plus. Est-ce qu'il y aura une phase 2 et on aura encore des millions de colis? Je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est qu'on apprend de ce qui est arrivé, mais on apprend aussi qu'il y a des choses qui sont ingérables parce que c'est tout à fait, tout simplement, un volume de fou. Mais pour Noël, en principe, avec des employés de plus, on souhaite que ça n'arrive plus, ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Oui, merci. Vanessa, est-ce qu'il y a des questions de la part de l'histoire? J'ai une question, puis j'ai même une main levée de Patrick Auger. Donc, Patrick, si c'est encore le cas, je vais vous permettre de prendre la parole. Ça ne sera pas long. Vous pouvez poser votre question en activant votre micro. En fait, mon dilemme est avec les colis irréguliers. Donc, nous, à l'occasion, on va avoir un livre. Et là, un autre client va dire, ben moi, je vais en prendre 2. Là, je vais en prendre 10. Donc, c'est difficile, même avec l'outil de Poste Canada, de prévoir là, dans les frais. Hein. Donc, ça serait de voir quelle serait la meilleure stratégie pour établir les tarifs au niveau de la livraison. Donc, pour être standard, est-ce qu'on prend un pourcentage global puis on fait une moyenne? Donc, c'est pour établir nos tarifs là, de livraison pour ne pas être perdant, en fait. C'est une excellente question parce que ça, c'est un travail qui est même fait pré-emballage. À la limite, c'est de dire c'est quoi le genre de scénario de commande que je reçois. Est-ce que c'est un livre, un CD, 2 CD, 2 manteaux, 2 chandails, une tasse à café? Ce qu'on fait, puis ça fait partie de mon travail, donc vous m'écrivez en privé, puis ça me fera plaisir d'aller vous rencontrer et d'en jaser, c'est on prend 3, 4, 5, 6 scénarios. Bien sûr, on essaie de les mettre dans une boîte ou dans un sac, bref, l'emballage de votre choix, et on regarde le poids. Et on regarde des destinations, et on va essayer de faire ce qu'on appelle un tarif moyen d'expédition. La mode et la grande tendance, ça fait quand même 22 ans que je suis là-dedans, je commence à être pas pire. Donc, ce que je vois, c'est que les gens vont utiliser ce que vous dites qui est un tarif moyen. De dire, j'ai fait une moyenne, ça va me coûter à peu près 10,50 de shipping à peu près, des fois moins, des fois plus. Bien, je vais charger 9,99 ou 9,95 sur mon site si la valeur n'atteint pas un threshold qui est à dire un minimum. Ça fonctionne bien parce que sur certains colis, vous allez perdre un peu d'argent, sur d'autres, vous en gagnez. Ça fait une moyenne. Mais très bon point, M. Auger, il faut faire cet exercice-là aussi. Puis de là, vous établissez votre coût pour ne pas perdre trop. Donc, au plaisir de vous reparler en privé pour ce sujet-là. Parfait. Je note. Est-ce qu'on aura vos coordonnées sur la présentation, le courriel? J'imagine que oui. Puis sinon, LinkedIn, vous allez me trouver. Puis j'ai le téléphone juste ici. Là. Je vais vous répondre dans les minutes qui vont suivre. Merci. Le courrier. Merci. Merci. Parfait. J'ai des questions à l'écrit pour toi, Mélanie. Que pensez-vous d'un service comme ShipStation pour faciliter les envois afin que le client paye un prix d'expédition juste? ShipStation fait 2 choses. Avant même de parler de prix, ShipStation facilite, je pense que c'est Jean qui en parlait, si vous êtes sur un marketplace, si vous vendez sur votre site web, si vous vendez sur Best Buy, sur Amazon, vous avez différentes souches
où il y a des commandes qui vont arriver de n'importe où. ShipStation est vraiment, vraiment le fun, puisqu'il va agréger ça en un seul bac de commandes, si on veut. Et là, vous expédiez, puis vous pouvez expédier justement avec plus qu'un transporteur. Donc, quelqu'un qui dit, moi, ben, j'ai des sets de patio, des kayaks, puis j'ai aussi des petits T-shirts. Post Canada ne peut pas expédier tout ça, donc c'est intéressant sur ShipStation d'avoir ces 2-3 transporteurs, d'avoir toutes ces commandes aussi à la même place. Ce que je comprends dans la sous-question, c'est que ShipStation peut aussi agir comme un rate shopper, je n'ai pas le terme en français, mais bref, un calculateur de prix où ils vont comparer un transporteur à un autre. Oui, absolument. Mais Jean l'a mentionné en début de sa présentation. Sachez toujours que le jour où vous splittez un petit peu beaucoup trop ou un peu plus, bien, vous n'avez pas le meilleur de tous ces transporteurs-là parce que vous en donnez un petit peu à tout le monde. L'important, c'est peut-être d'en choisir 1, 2, 3 et de naviguer là-dedans pour avoir les meilleurs tarifs possibles et le meilleur service possible aussi. Super. Comment s'assurer que le mécanisme des horloges ou montres ne sera pas endommagé par le brassage et les chocs que subiront les colis, même s'ils sont bien emballés? Je ne sais pas si... C'est une question hyper technique parce que même si nos amis de Burks expédient avec nous depuis longtemps, je ne connais pas vraiment jusqu'à quel point une technique, pas une technique, mais une montre où le mécanisme peut être brassé ou pas. Ma recommandation, avant même d'arriver chez Post Canada, j'utiliserais des labs comme Cascade A dans un de leurs établissements où ils vont tester et justement faire un peu un test pilote de faire brasser pendant quelques heures une boîte. Et en faisant ça, bien, on saura si ça fonctionne ou pas. Mais bref, comme je ne connais pas les montres, je dirais d'abord faites des tests avec votre compagnie d'emballage qui va répliquer, avant d'en l'envoyer pour vrai à travers la poste, qui va répliquer un peu ce que votre colis va subir. Ça serait ma recommandation pour être sûr que... Mais on livre, il y a des bijoutiers qui font affaire avec nous, oui. Mais à quel point le mécanisme de la montre est plus sensible, ça, je ne peux pas me prononcer. Parfait. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, à la question de René. Post Canada semble avoir encore beaucoup de retard sur les colis et lettres régulières qui ont été envoyées en temps de Covid, qui ne sont pas encore entrés. Que devrions-nous dire à nos clients pour ces retards? Pensez-vous arriver à distribuer tous les colis en retard et dans quel délai? Les livrer tous, oui, c'est sûr. On va les livrer tous, c'est ça notre job. Les délais, je n'ai pas de boule de cristal, moi non plus, je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que de jour en jour, ça s'améliore, c'est-à-dire qu'on devient, puis moi aussi j'achète en ligne, alors je le teste, là. Je commence à recevoir mes colis beaucoup plus facilement et de d'autres transporteurs aussi en passant, parce qu'on n'était pas les seuls à avoir beaucoup de demandes. Là, nos collègues d'UPS et FedEx, eux aussi, ont un peu de misère. Ce qu'on recommande, c'est ce que j'ai donné comme information à mes clients dès le début de la COVID, c'est évidemment, vous êtes un détaillant, c'est votre image, hein, ce colis-là et la relation entre vous et votre client. Bien, utilisez la réalité et votre transporteur parce que c'est ça la réalité, de dire les délais sont inconnus ou pourraient avoir là, vraiment là, des délais supplémentaires parce que le transporteur a un volume plus élevé de colis dans les situations COVID. Si vous achetez moindrement en ligne, allez sur les 3-4 sites web que vous aimez et où vous achetez, puis vous allez voir, tout le monde a un bandeau, que ce soit en haut ou en bas de la première page du site et il donne cette information-là, pas de garantie. C'est triste, mais c'est ça. On vit quelque chose d'assez extraordinaire. Allez voir ce que les autres détaillants font, c'est ce que je recommande, puis ne pas faire de garantie. Je sais qu'il y a eu la fête des pères récemment, puis bien, les gens qui voulaient garantir les colis avant, ce n'est pas une bonne idée quand on ne peut pas garantir quelque chose qu'on ne contrôle pas. Dans ce cas-là, je pense que c'est plus prudent pour vous. Autre question, quelles sont les initiatives de Post Canada pour offrir un service de livraison qui répond aux exigences environnementales des consommateurs? On sait que le dernier kilomètre est un problème, surtout dans les milieux urbains, au niveau de la pollution et du trafic. Oui, bien, 2 initiatives, une qui est en cours depuis longtemps, puis une qui s'en vient. Je vais commencer par celle qui s'en vient parce que c'est la plus grande et quelque chose d'assez extraordinaire. En 2022, on aura un plan de traitement en Ontario. Ça aurait été le fun qu'il soit prêt pour le COVID. Hein? On n'aurait pas été dans d'aussi grande misère. Mais il va être prêt en 2022, puis ça va être le premier plan commercial, pas juste de transporteur, mais établissement commercial au Canada qui va être éco-responsable et 0 émissions de gaz. Donc, vraiment, vraiment une belle et bonne nouvelle. Il est en construction au moment où on se parle. Mais sinon, aujourd'hui, depuis des semaines, depuis des mois, des années, le fait que Post Canada livre tout. Hein. On livre la postolette, on livre vos magazines Ricardo, on livre encore les comptes d'Hydro et de Bell Canada, et on livre les colis. Bien, notre petit camion qui se promène avec tout ça. Il est pas mal toujours plein. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'on fait notre possible pour avoir nos camions hybrides. Déjà, ça aide un petit peu. On livre dans des boîtes communautaires ou les armoires à colis, ce qui veut dire un stop
et je livre beaucoup de boîtes de colis de magazines en même temps. Pas parfait, mais c'est une étape là, pour réduire. Et quand les emballages, justement, fit, et lorsque mon camion arrête dans un de ces stops-là où il y a les boîtes à colis, les armoires à colis, s'il n'a pas besoin d'aller au bureau de poste pour retourner les colis, ça lui fait faire du kilométrage de moins. Fait qu'on dit éco-responsabilité, l'emballage, c'est tout à fait lié. Si l'emballage est livré dès la première tentative, bien, ça évite qu'on aille porter tout ça au bureau de poste. C'est une autre façon. Pourquoi Post Canada dit, bien, on essaie de participer et d'encourager un petit peu tout ça. C'est pas mal les informations à jour que je peux partager aujourd'hui avec vous. Parfait. Avez-vous des conseils pour expédier des colis dispendieux comme des bijoux? Pouvons-nous nous parler de l'assurance sur la livraison dans ce cas? Pouvons-nous parler? L'assurance, on en a toujours, Post Canada, avec le tarif qu'on appelle colis de base, là, qui s'appelle colis accéléré. Il y a une assurance de 100 $ qui vient automatiquement. Par contre, les entreprises de bijoux qui font affaire avec nous, Burks pour ne pas le nommer, prennent une assurance complètement à part. On s'entend, là, envoyer à expédier un T-shirt versus une montre de 3 000 $. Donc, les entreprises qui expédient ce qu'on appelle des valeurs hautes, donc quelque chose qui est très cher, vont prendre des assurances à part. Si vous voulez me contacter via LinkedIn, je peux demander à mes clients là, quelle est la compagnie d'assurance qu'ils utilisent. Évidemment, je n'ai pas ça par cœur, mais c'est vraiment des assurances autres que celles des transporteurs. Recommandation dans ce cas-là, ça serait peut-être une bonne chose. Parfait. Est-ce que pour les petites entreprises, Post Canada propose un service de type acheter en ligne et ramasser au bureau de poste? Là, je ne suis pas certaine de comprendre la question. Voulant dire, est-ce que pour une petite entreprise qui veut expédier en e-com, j'achète et comme je n'ai pas de magasin, ce serait le bureau de poste qui deviendrait? Bien, oui, dans un sens, c'est le service que nous, on appelle flexi-livraison. C'est que le consommateur doit lui-même dire, ben moi, là, quand je vais acheter, là, livre tout ça au bureau de poste. C'est même pas dans ma boîte aux lettres parce que je ne suis pas là et je ne veux pas que tu laisses ça sur le perron. Donc, si le consommateur, tu sais, cette entreprise-là pourrait dire, bien, si vous voulez avoir accès à ça et avoir un bureau de poste qui devient votre pick-up point, bien, inscrivez-vous et c'est gratuit au service de flexi-livraison, ce qui veut dire que vos colis iront au bureau de poste lorsque je vais commander de cette entreprise ABC-là. Ça serait la façon facile, gratuite et la plus simple de faire. Parfait. Par rapport au point du retard de livraison, quelqu'un a quand même commenté que toutefois, bravo pour le retour, les derniers colis expédiés sont dans les délais beaucoup plus raisonnables. Merci. Alors, ça commence à avoir l'air un peu plus d'allure, mais on ne se décourage pas. J'ai une autre question. Bonjour. Qui doit-on contacter pour avoir les tests de nos boîtes, mais aussi vérifier les dimensions et leur solidité? Peut-on avoir un conseiller Post Canada qui nous accompagne et nous permet d'accéder à des prix avantageux d'expédition selon nos volumes d'envoi? Tout à fait simple. Moi-même, Mélanie Belland, via LinkedIn, vous pouvez me rejoindre. Je vous rencontre, je vous appelle, on se parle. Je suis là pour ça. Bon, ben, c'est super. Puis pour tous les formateurs, vous offrez des formations aux entreprises en ligne, webinaire. Donc, Lynn et Jean, si vous voulez nous rejoindre, est-ce qu'il y a une façon d'être accompagné? Absolument. J'en fais déjà, que ce soit pour une entreprise où ils seront 10, 15, 20 personnes de la même entreprise. Ça peut être physique, ça peut être via Zoom. Oui, tout à fait, de notre côté. C'est faisable, ça me fera plaisir de le faire pour vous. La même chose dans mon cas aussi, c'est un truc que je fais régulièrement, des formations pour des entreprises. Alors, tout dépendant des sujets, là, je ne couvre pas tout le spectre, mais dans ma spécialité, effectivement, ça me fait plaisir, j'en ai déjà fait plusieurs. De notre côté, ben, nous, on a nos représentants, on en a plusieurs qui accompagnent nos clients pour donner toute l'information nécessaire là, pour bien emballer. En termes de formation, ce n'est pas quelque chose qu'on a exploré. Ici, aujourd'hui et l'année passée, c'est dans nos premières fois là, où on partage notre expérience. Donc, il y aura peut-être des suites avec plaisir. C'est à discuter. On est ouvert. Peut-être pour ça, Vanessa, tu pourrais envoyer à l'ensemble des participants des adresses e-mail de chacun de nos panélistes, de nos conférenciers. Oui. Comme ça serait plus facile de rentrer en contact et faire des suivis. Avec plaisir, je vais partager ça. Okay. J'ai une main levée de M. Nasser Beyrout, alors je vais l'ajouter à la discussion. Okay. Oui. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Oui, c'est juste une question. C'est pas concernant l'emballage, concernant l'étiquette d'expédition qui est sur la boîte. Ça, c'est mieux quand on l'a créé nous-mêmes sur le site de Post Canada et la coller nous-mêmes, ou bien il me semble que c'est moins cher aussi
que de la faire par le commis de la Poste. Donc, j'aimerais avoir l'avis de l'expert. Merci. Plaisir, merci pour votre question. En fait, l'étiquette de Post Canada, et là, c'est très drôle puisque présentement, ça sonne parce que je me fais livrer des colis. C'est le parfait timing. Hein? J'achète en ligne, j'encourage les entreprises. Je n'irai pas répondre, je vais attendre. L'étiquette, si vous utilisez Post Canada ou n'importe quel autre transporteur, en fait, ils vont toujours vous donner accès au logiciel d'expédition, qui est gratuit, qui vous permet d'imprimer l'étiquette, soit sur un papier autocollant ou une feuille blanche que vous collez sur la boîte. Mais oui, c'est faisable, c'est gratuit et c'est beaucoup plus simple puisque si votre paquet est prêt, vous n'avez pas besoin d'attendre au bureau de poste et de faire étiqueter toutes vos boîtes. Elles seront prêtes à être expédiées. Donc, absolument, ça serait la meilleure chose à faire. C'est clair, je vais m'investir en ça. Merci. Parfait. Ça fait le tour des questions à l'écrit de mon côté, René. Ouais. Écoute, moi, merci énormément à tous de votre participation. C'était super intéressant de pouvoir échanger. Merci beaucoup à Jean, Lynn et Mélanie pour leur présentation. Je pense qu'on a fait un tour avec des présentations de belle qualité, avec une bonne discussion, un bon échange avec les questions. Et je pense que les gens sont là pour continuer à vous répondre en faisant les liens LinkedIn. Là, j'ai même déjà vu apparaître sur mon appareil là, quelques demandes de LinkedIn. Donc, on vous demande de continuer à participer. Peut-être, Vanessa, faire apparaître les prochains webinaires. Je pourrais inviter les gens à participer aux prochains événements qui s'en viennent sous peu. Ces événements-là, nous, on les fait en partenariat avec les gens de Détail Québec. Le prochain, c'est le 9 juillet à 10 h. Comment faire face aux enjeux de l'emploi juridique et RH. Donc, c'est avec Karine Fournier qui va bien nous entretenir sur tout ce qui se passe en ce moment concernant les emplois. Il y a plusieurs points à aller regarder. Discrimination systémique, excusez-moi. Éliminer l'aide de vos processus avec Julie Tardif et Noélie Diaz. Et ça a lieu le 14 juillet prochain à 10 h. Aussi, mercredi, le 15 juillet à 10 h, référencement local, augmenter votre visibilité auprès des acheteurs locaux avec André Gagné. Donc, ça aussi, c'est allez voir ce webinaire-là. Donc, une série, on en a une quarantaine. Voilà les 3 prochains là, qui sont à venir. Donc, un grand merci à tous de votre participation. Je voudrais vous souhaiter bon packaging et faites partie de la famille, échangez avec nos experts, échangez entre vous autres. On vous invite à le faire. Échangez avec le Conseil québécois du commerce de détail. On est là pour vous aider, chers détaillants. Alors, sur ça, je voudrais vous souhaiter bonne fin de journée. Et au plaisir de continuer. Grand merci à Vanessa pour avoir pris soin de nous et de nous avoir coordonné l'ensemble. Merci à vous tous. Merci aux conférenciers encore une fois. À bientôt. Merci à tout le monde. Bye. Merci tout le monde. Bye. Bonne journée. Bye.